Le Canada s'étend sur 10 millions de kilomètres carrés. C'est 15 fois la taille de la France. Yann Arthus Bertrand était parti à la découverte de ce pays encore préservé. Depuis le tournage de son documentaire, la situation a évolué. L'exploitation des ressources du sous-sol s'intensifie. En 2010, nous nous étions rendus à Malartic pour rencontrer des habitants expropriés. Une partie de la ville avait été rasée pour pouvoir exploiter la plus grande mine d'or à ciel ouvert du pays. Depuis, 170 000 tonnes de minerais sont extraits chaque jour. La cadence pourrait encore augmenter. Des investisseurs étudient la possibilité de doubler la taille de la fosse. La mine abandonnée de Manitou contient 11 millions de tonnes de résidus acides. Mais la restauration de ce site que nous avions filmé prend du retard. Peu après le tournage, la mine qui fournissait les résidus pour recouvrir et dépolluer le site a dû interrompre momentanément ses activités. Le sol devenait trop instable. Le projet, qui s'élève à 35 millions d'euros, ne devrait pas être achevé avant 2025. À terme, il devrait permettre à la végétation de pousser et d'assainir une partie de la rivière. Nous avions également rencontré Michael Reynolds, qui concevait des maisons à partir de déchets. Il a depuis créé une académie qui a déjà accueilli près de 1200 élèves. Son prochain projet, construire un village totalement autosuffisant sur une île déserte d'Indonésie. Le prince Charles, quant à lui, continue de promouvoir le jardinage biologique. Plus de 5000 variétés de plantes et légumes sont produits dans son domaine. Le prince de Galles poursuit également son combat contre la déforestation. En 2016, plus de 10 millions d'hectares de forêt ont été détruits dans le monde. En 2010, Yann Arthus Bertrand avait rencontré le spécialiste des mammifères marins, Robert Michaud, dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Le chercheur tentait de comprendre pourquoi le nombre de belugas n'augmentait pas, malgré l'interdiction de la chasse. 6 ans après le tournage du documentaire, la situation s'est-elle améliorée? On est prêt à larguer les amarres. Il consacre sa vie au beluga. Depuis 30 ans, Robert Michaud sillonne le fleuve du Saint-Laurent. Le Québécois prend toujours autant de plaisir à étudier les baleines blanches. Surveillons, on arrive là, dans la zone de contact. Yannick, est-ce que tu es bon pour venir prendre la barre? Oui. Les animaux sont curieux, ils viennent voir le bateau. C'est incroyable de croiser l'œil de ces animaux-là. Le chercheur photographie les belugas pour les identifier et les répertorier. On a très peu d'accès à leur vie intime. Alors, chacune des journées qu'on peut passer en mer, c'est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est vraiment très intéressant. Depuis 2010, un nouveau phénomène le préoccupe. 50% des femelles retrouvées mortes sont décédées durant la mise à bas. Les nouveau-nés ne sont pas épargnés. Pour tenter de comprendre cette vague de mortalité sans précédent, Robert se fait aider par un outil qui pourrait bien révolutionner ses recherches. On va être prêt, Robert. On est parti. On y va? Oui. Moteur. Vas-y. OK. Tu peux t'en aller vers 2 heures. Oui, bonne direction. Alors, j'ai du visuel. Parfait. Tu as 5 belugas, tu as 2 adultes et 3 jeunes. OK, reste 2 minutes. On reste dessus? Oui. Le drone permet de prendre de la hauteur pour mieux repérer les belugas. J'ai plus rien en surface. Est-ce que tu les vois toujours? Ils sont à peu près en surface. Parfait. J'en ai un qui doit avoir une profondeur d'environ, je sais pas, 1 à 2 mètres. Là, il refait surface, celui-là il a l'air seul. Robert concentre son étude sur les femelles et leurs petits. Le chercheur ajoute parfois sous l'eau un hydrophone, un appareil qui permet d'enregistrer les cris des baleines. Notre intérêt, c'est de détecter les cris de contact que les femelles et les jeunes s'échangent. On espère être en mesure de comprendre dans quelles conditions cette communication-là pourrait être interrompue
par les bruits que nous avons introduits dans leur environnement. Le bruit des cargos, le bruit des plaisanciers sont très nombreux dans l'habitat naturel du beluga. Quand le lien sonore est rompu avec sa mère, le baleineau devient vulnérable, ce qui diminue ses chances de survie. Après chaque sortie, Robert rassemble les données du drone et de l'hydrophone. Il veut aussi comprendre pourquoi les femelles meurent lorsqu'elles donnent la vie. Sur ces images, les belugas sont dans un environnement naturel calme. Sur celle-ci, on entend l'univers bruyant à cause des bateaux. C'est hallucinant! Il est possible que notre présence dans les habitats des belugas, particulièrement en été, la période pendant laquelle les femelles donnent naissance, puisse déranger ces femelles-là puis entraîner des complications. Robert Michaud n'écarte aucune piste. Il poursuit ses recherches avec d'autres équipes. C'est beau ça? Ici, Michel, tu as un deuxième groupe. Grâce à ce fusil, il effectue des biopsies sur les femelles sans les blesser. Alors, c'est une petite ponction qui va retirer quelques milligrammes de tissu qui se refermera assez rapidement. Merci. Cela permet de les répertorier grâce à leur ADN, mais aussi de lister les produits chimiques présents dans leur corps. Certains polluants, dilués dans le fleuve, se retrouvent dans leur graisse. Le manque de poissons et le réchauffement climatique sont également des hypothèses sérieuses pour expliquer la disparition des belugas. La situation est urgente. Il ne reste plus que 880 baleines blanches dans le Saint-Laurent. Elles étaient encore 1000 il y a 6 ans. Depuis 2016, ce mammifère marin est en voie d'extinction. On ne renversera pas rapidement les changements climatiques, on ne fera pas revenir les poissons qu'on a surexploités dans les années 90 et on ne fera pas disparaître spontanément les contaminants. Une des solutions qu'on pourrait appliquer rapidement pour aider les belugas, c'est la création de refuges acoustiques. Des zones dans lesquelles on éviterait d'accroître nos activités humaines, des zones qu'on préserverait. Seule bonne nouvelle, durant ses recherches, Robert a constaté que le taux de cancer, notamment celui de la thyroïde, est en baisse depuis quelques années. Les politiques mises en œuvre pour interdire certains polluants dans les années 70 commencent donc à porter leurs fruits. Le Canada est le deuxième pays le plus vaste au monde, après la Russie. Il possède la plus grosse réserve de sable bitumineux. Jusqu'à l'année dernière, l'exploitation de ce pétrole non conventionnel semblait sans limite. Mais avec la chute du prix du baril, l'industrie n'est plus rentable. À Fort McMurray, les habitants subissent la crise de plein fouet. La ville peine à se relever, surtout qu'en mai dernier, un gigantesque incendie a dévasté la zone. Les sols sont gorgés de sable bitumineux. Une réserve évaluée à 170 milliards de barils. Mais séparer le pétrole du sable coûte cher. Le procédé est également extrêmement polluant. Il faut par exemple 5 barils d'eau pour produire un seul baril d'hydrocarbures. En 50 ans, le niveau de la rivière Athabasca a baissé dangereusement. L'eau est polluée et les poissons se font rares. Cette exploitation sans vergogne ne semblait jamais pouvoir s'arrêter. Mais l'année dernière, lorsque le cours du brut s'effondre, extraire le pétrole ne devient plus rentable. Janet Poole a cru à cet Eldorado. La jeune femme s'est installée à Fort McMurray avec son mari, mais le conte de fées a viré au cauchemar. We got engaged in June of last year, so it should have been the happiest year of our life, and it was actually the worst year. He lost his job. We couldn't pay the bills, we couldn't pay for anything, we had to start selling things, and we didn't know how we were going to pay the mortgage. I've applied for hundreds of jobs
and I just can't get a job. People don't think of Fort McMurray anymore as big money. They think of it as a time bomb. Cette ville était encore surnommée Fort McMoney il n'y a pas si longtemps, mais l'argent ne coule plus à flot. Pour ne rien arranger, un gigantesque feu de forêt a ravagé la ville en mai dernier. 1600 maisons sont détruites en quelques jours. Ces 80 000 habitants sont évacués pendant plusieurs semaines. Jean-Pierre de Villiers a vu sa maison partir en fumée. Ici, ça, c'était la cour avec le jardin, puis tout ça. Puis à l'arrière, juste là, justement, c'était nos voisins. Ça, c'est un petit parc où les enfants passaient leurs après-midi à l'été. Donc, une journée pareille, une journée ensoleillée, on entendrait les cris d'enfants. La ville tourne au ralenti. Les commerces sont fermés. 15 000 personnes ne sont pas revenues depuis l'incendie. C'est presque 20% de la population. J'imagine plusieurs milliers de personnes qui ne sont pas revenues pour une raison ou une autre, soit qu'ils attendent tout simplement ou qu'ils ont trouvé des emplois ailleurs ou ont tout simplement abandonné. Donc la ville n'est pas revenue à ses niveaux normaux d'activité. La ville se remet assez lentement. En un an, les groupes pétroliers canadiens ont licencié 30 000 personnes. Mais avec près de 25% de son économie encore liée à cette industrie, le Canada ne semble pas encore prêt à une transition énergétique. Nous consommons toujours plus d'énergie et la quantité de nos déchets augmente sans cesse. La gestion des poubelles est un défi majeur pour les grandes villes des pays en développement. Avec l'aide de ses partenaires, la Fondation Good Planet met en place des unités de compostage des déchets organiques, notamment au Togo. « 300 000 tonnes de déchets sont collectées chaque année à Lomé, la capitale togolaise. Une partie arrive ici dans cette plateforme de tri et de compostage. L'objectif est de pouvoir traiter 10 000 tonnes d'ordures ménagères par an. Les déchets arrivent et parcourent différentes étapes. Il y a la réception, il y a le tri, on récupère que la part organique facilement décomposable. Il y a la mise en tas suivie de retournement. Tout au long du processus, c'est 3 mois pour avoir un compost. Le site de compostage peut employer jusqu'à 80 personnes et produire 1500 tonnes de compost. Cet engrais naturel est ensuite vendu aux agriculteurs. Quand on utilise du compost, la quantité d'engrais chimiques est considérablement réduite. En saison sèche, ça garde l'humidité. Il y a la rétention d'eau qui est augmentée au niveau du sol. Et ça nous permet aussi de ne pas trop arroser. Et du coup, ça nous réduit le coût de production. Good Planet et ses partenaires ont lancé ces sites de compostage dans 4 pays africains. Cette initiative peut éviter en 10 ans l'émission de 150 000 tonnes de gaz à effet de serre. Les ressources naturelles ne sont pas infinies. À vouloir toujours creuser plus profond et surexploiter nos sols, nous pouvons en payer le prix fort. Les habitants de Fort McMurray s'y sont d'ailleurs brûlés les ailes. Le Canada est un bon exemple du défi majeur auquel nous sommes confrontés. Comment concilier préservation et exploitation des ressources naturelles? Tout est une question d'équilibre entre ce que la Terre nous offre et ce dont nous avons besoin.